à vous toutes et vous tous qui me regardez. Merci d'être là. Soyez bénis au nom de nos ancêtres. Bien, donc la thématique que je vais aborder qui ne va pas durer, elle est relative à la question sur la France-Afrique. Question, comment se fait-il que la France-Afrique, malgré les différents changements de régime en France, demeure? Mais avant tout, la question qu'on se pose, peut-être que c'est une imagination de notre esprit que nous avons, à savoir que la France-Afrique est quelque chose que nous avons créé, nous, Africains, la plupart du temps. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Je vais essayer quand même de vous dire que il y a des éléments qui nous confortent dans ce que nous allons dire. Donc, des déclarations des personnes françaises, et non des moindres, des personnalités. Je vais commencer par l'ancien ministre de la coopération, M. Charles Jospin, dans le journal du Ouest France du 15 janvier 2001. Voilà ce qu'il disait. Les Africains savent que l'intégration dispositif de la coopération française dans le ministère des Affaires étrangères avait pour ambition de tourner la page de la France-Afrique. Certes, il reste des scories de cette période. Les réseaux ne sont pas tous taris. Ils ne sont non plus alimentés par la volonté politique française. Ils n'interfèrent plus dans notre politique de coopération, y compris militaire. Je rappelle que Jospin a été ministre comment on appelle, dans le gouvernement de Jospin. Donc c'était un gars, un socialiste. C'est lui qui dit ça dans sa déclaration. Après lui, nous avons, donc je vais citer quelques personnes. Nous avons Nicolas Sarkozy. À l'époque, il était ministre de l'Intérieur. Il a tenu un discours à Dakar le 19 mai 2006. Voilà ce qu'il dit. Cette relation, parlant de France-Afrique, doit être plus transparente. Il nous faut la débarrasser des réseaux d'un autre temps. Des émissaires officieux qui n'ont d'autre mandat que celui qui s'invente. Le fonctionnement normal des institutions politiques et diplomatiques doit prévaloir sur les circuits officieux qui ont tant fait de mal par le passé. Il faut définitivement tourner la page des complaisances, des secrets et des ambiguïtés. 2006, je vous ai parlé 2001, Charles Jospin. 2006, Nicolas Sarkozy. 2008, nous avons Jean-Marie Bockel. Il a été ministre de la coopération de Nicolas Sarkozy. Dans un discours tenu le 15 janvier 2008, voilà ce qu'il dit. Il dit le poids de ses habitudes est un obstacle à ce changement. La rupture annoncée à Cotonou, par rapport à ce que Nicolas avait dit, tarde à venir, parce que ça fait 2 ans. Je veux que cessent les interférences de ceux que le président Sarkozy a qualifiés à Cotonou d'émissaires officieux qui n'ont d'autre mandat que de celui qu'ils inventent. Aujourd'hui, devant vous, je vais signer l'acte de décès de la France-Afrique. Donc, je n'invente rien. Ce sont les Français de souche, des personnalités, des ministres qui disent cela. Une fois que ça s'est dit, donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une invention de notre esprit, ce n'est pas quelque chose que nous inventons par nous-mêmes, c'est quelque chose qui existe. Nous allons alors parler, donc la France-Afrique, c'était une terminologie, un néologisme qui a été utilisé en 1955 par le président Houphouët-Boigny et qui a plus par la suite a été comment on appelle, étudié par un Français du nom de Versailles, qui est décédé maintenant, et donc qui a défini l'ensemble des relations assez incestueuses entre les politiques français et un certain nombre de dirigeants africains, dont l'objectif est de maintenir ce qu'on appelle une partie de l'Afrique, ce qu'on appelle l'Afrique francophone, dans le précaré de la France. Si nous parlons de 1956, on peut aller un peu plus loin. De 1955, oui. Mais je pense qu'il faut aller un peu loin parce que quand nous allons un peu loin, nous allons comprendre. Nous allons comprendre quoi? Il faut comprendre qu'en 1941, oui, c'est ça, c'est comme ça. En 1941, plus précisément,
le 14 août 1941, on est en pleine guerre, ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale. On est en pleine guerre et les États-Unis d'Amérique invitent, puisque Churchill, qui est à l'époque Premier ministre anglais, se rend, comment on appelle, aux États-Unis. Et il sollicite l'aide des États-Unis. Les États-Unis disent, bah, écoutez, nous on veut bien venir, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Les États-Unis ne le font pas parce qu'ils ont envie de venir faire la guerre, mais simplement parce qu'à cette époque, la puissance, c'était l'Angleterre. Nous, on va intervenir, mais pour qu'on puisse intervenir, il nous faut véritablement que nous ayons un certain nombre de circuits, puisque l'Angleterre maîtrisait tout ce qui était le circuit, comment on appelle, des mers. C'est-à-dire que tu ne peux pas circuler comme ça en mer sans que l'Angleterre ne soit là, puisque c'est elle qui maîtrisait tout. Donc, va naître ce qu'on appelle la charte de l'Atlantique. Cette charte de l'Atlantique qui a été faite, elle a été faite en plusieurs points, mais l'objectif de cette charte, c'était de faire de telle sorte que, bon, on ait la paix, puisque je parle de 1941. Et donc va naître une promesse de coopération. Donc, une déclaration va être signée à la suite le 24 septembre par l'Union soviétique et les gouvernements des pays européens occupés par l'ennemi, à savoir la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, le Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie, et par les représentants de la France libre, dirigée par le général de Gaulle pour la France. Donc, parce que la France n'était pas un État, en ce moment, elle était occupée par l'Allemagne, et le représentant légal, c'était, au vu de la loi, c'était, comme on appelle, Pétain, mais il y avait un mouvement qui s'était désolidarisé, dirigé par le général de Gaulle à Londres, où il avait créé la France libre. Je rappelle à toute fin utile que la France libre, sa capitale se situait en Afrique. Je dis bien en Afrique. De 1940 jusqu'en 1942, c'était été à Brazzaville. Et puis de 1942 jusqu'en 1944, c'était Alger. Donc la France libre, c'est vrai, De Gaulle était là-bas, mais c'est en Afrique qu'est née, comme on appelle, la France libre, ce qui est pour lui donner un contenu. J'en parlerai de ça plus tard. Donc, ici, donc, la question, donc on va se décider alors, si nous, on finit la guerre, nous, on va intervenir, voilà un certain nombre de choses qu'il faut faire. Nous laisser libres. Et en même temps, lorsque l'URSS intervient, un signe, c'est aussi de permettre, puisque c'est le business. Nous, on veut aller avoir la possibilité d'aller faire les business dans d'autres continents qui sont occupés, dont l'Afrique. Et donc, c'est à la suite de ça, alors, on va créer cette structure-là qui va être le conseil de tutelle. Mais le conseil, ça dit, puisque nous sommes en 41, nous arrivons donc en 45, à la fin de la guerre, donc il y a un cheminement. Comme je dis, c'est un temps très court. Donc, dans cette évolution de 41, on a fait la France, donc, comment on appelle, non, les États-Unis vont intervenir dans la guerre et ça va prendre fin en 45. Mais à partir de ce moment-là, bien précis, ce qui veut dire ce qui avait été décidé, que l'Angleterre et la France avaient accepté, à savoir libérer les colonies, ils vont essayer de faire de la réticence. Ils ne vont pas accepter ça en réalité. Donc, alors, comme il y a des territoires qui étaient sous l'emprise de, comment on appelle, qui étaient occupés, qui revenaient à l'Allemagne, ces territoires vont aller sous le conseil de tutelle de l'ONU. C'est-à-dire, vous avez le Cameroun, le Togo, un certain nombre d'autres États africains vont aller, puisque ils appartenaient à, comment on appelle, à l'Allemagne. Donc ceux-là, le conseil de tutelle va s'en charger. Ils vont dire que, bon, écoutez, vous, Anglais et Français, arrangez-vous pour que vous puissiez décoloniser les autres. Il faut qu'ils aillent. Et c'est là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir la loi Gay, qu'on appelle la loi Lamine-Gay, du 25 avril 1946, qui, au lieu de parler de la libération des Africains, va plutôt parler de, comment on appelle, de permettre à ce que tous les ressortissants des territoires d'Ouzma aient la qualité de citoyens. On se dit, c'est une évolution. C'est-à-dire que dans l'esprit, c'était comme aujourd'hui, vous voyez un peu la Martinique, c'était comme ça. On ne parle pas d'indépendance, pas du tout. Je parle du 25 avril 1946. Pendant cette période aussi, le président Houphouët-Boigny, à l'époque,
Donc le RDA, rappelez-vous, le Rassemblement démocratique africain venait d'être créé. Et donc, puisque le Rassemblement démocratique africain, au départ, était apparenté au Parti communiste, qui était en train de se battre, puisqu'il a beaucoup lutté au niveau de la libération de la France. Donc, le Parti communiste va se battre pour que, véritablement, il y ait la décolonisation. Ça, il faut le dire, c'est une réalité. Donc, c'est comme ça, on va voter la loi qu'on appelle la loi du travail forcé, hein, faite par le président Houphouët-Boigny. Donc, c'est dans ce même état d'esprit. Et donc, on dit aux citoyens, vous êtes citoyens français. Mais en réalité, ils sont citoyens français de seconde zone. Et donc, nous sommes en 1946. De 1946, nous allons arriver en 1956. Il y a donc, la situation n'a pas fondamentalement changé. Mais pourquoi 56? Rappelez-vous, il y a 54. Il y a eu 55. Avant 55, il y a 54. Pourquoi? Il y a la défaite de la France à Dien Bien Phu. En avril 55, il y a la conférence de Bandung, des non-alignés. Et puis, il y a en 54 toujours la guerre qui a commencé en Algérie. Donc la France voit le roussi. Elle voit que tout peut lui échapper. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, on va créer ce qu'on appelle la loi de cadre, la loi Gaston Defferre. La loi Gaston Defferre, elle, c'est une autre loi qui s'inscrit dans un autre cadre. Donc, elle va créer dans les territoires d'outre-mer les conseils de gouvernement élus au suffrage universel. D'abord, elle va faire ça à deux niveaux. C'est-à-dire que vous avez un gouvernement qui sera un peu local, mais dans ce gouvernement, vous aurez des Européens qui sont élus par les Européens et vous aurez des Africains élus par les Africains. Donc, nous sommes en 56. Donc, mais, comme dirait De Gaulle, et donc on va créer ce qu'on appelle, plus tard, donc elle s'est dit finalement, au lieu de faire ça, elle va créer ce qu'on appelle un collège unique. Ça veut dire que tout le monde vote pour le même. Hein? Parce que jusque-là, les habitants étaient répartis en deux collèges selon leur statut, comme je l'ai dit. Donc, la loi Defferre va créer un collège unique où on vote pour tout le monde. Ça dit, voilà. Mais, quel est l'objectif? C'est la balkanisation de l'Afrique. Parce qu'on va commencer maintenant à voter par entité. On ne vote plus par AOF ou AEF, mais on va voter par entité. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Soudan français, qui est devenu le Mali, ainsi de suite. Donc, l'objectif, c'est d'avoir les différentes personnes, ainsi de suite. Donc, voilà comment on se prépare. Nous sommes en 1956. Et puis, le 13 mai 1958, il y a le coup d'État qui va amener De Gaulle au pouvoir. Et donc, De Gaulle va accéder au pouvoir par un coup d'État. Oui, il arrive le 13 mai 1958 par un coup d'État. Parce qu'il dit à Coty, si vous ne me mettez pas au pouvoir, il va avoir le coup d'État dirigé par les gens comme Jacques Foccart, dont je parlerai par la suite. Et donc, c'est comme ça qu'il accède au pouvoir. Et après, on lui cède tous les pouvoirs par la suite. Et vous savez donc, de là, De Gaulle va devenir l'homme important que nous connaissons. Comme je dis, c'est quelque chose de très, très, très court. Je ne vais pas passer tout le temps dessus. Il faut que j'aille très vite parce que... Donc, De Gaulle arrive, il va mettre sur pied, malgré ce que l'Afrique a fait pour la France, singulièrement, et l'Europe, je ne vais pas citer, parce que si je vais vous demander si vous voulez, de vous procurer les mémoires de De Gaulle, vous allez voir, surtout le premier, l'appel, vous allez voir que De Gaulle lui-même parle de l'Afrique, mais ça va être l'objet d'un autre débat. Je vais revenir dessus, comme ça, je ne mélange pas les choses. Donc, quelles sont les raisons? Quelles sont les raisons qui vont pousser De Gaulle à faire cela? N'oublions pas que De Gaulle, bien on parle du général De Gaulle, militaire, mais le général De Gaulle, il a eu une formation de juriste. Mais sa doctrine se trouve, elle est dirigée par trois éléments. Donc, la hiérarchie des valeurs, la nécessité, en premier lieu, donc la politique en deuxième lieu, le droit dans la mesure où on peut respecter cela. Donc, dans ce qu'ils appellent sa doctrine des valeurs, c'est la nécessité en premier lieu, la politique en deuxième lieu, le droit où on peut la respecter. En d'autres temps, ça veut dire que la France d'abord, en premier lieu, pas c'est De Gaulle. Il y a ensuite l'État. Et enfin, si c'est possible, maintenant, utiliser le droit.
Ça, c'est pas moi qui le dis. Vous allez pouvoir chercher J.R. Tourneau dans Jamais dit qui évoque ces différents éléments. Donc, je rappelle que tout à l'heure, nous allons trouver au niveau du conseil de tutelle. Le conseil de tutelle, donc, c'est cette branche de l'ONU. Mais le conseil de tutelle va agir sous l'onction du conseil de sécurité. C'est ce qu'on pourrait appeler l'organe même exécutif. L'organe exécutif au niveau de l'ONU. Et dedans, nous avons donc 15 pays permanents. Je dis bien, 5 pays qui sont permanents. Ils sont 15, nous avons 5 pays permanents. Et nous avons, donc, vous avez les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, la Russie, enfin, l'USA maintenant qui vient de la Russie, et la France. Donc, ils sont permanents, ils ne bougent pas. Et puis maintenant, il faut mettre, puisqu'ils sont 15, il faut prendre 10. Puisque aujourd'hui, nous comptons 193 ou 193, comme on dirait en Belgique, États. Donc, c'est sur les 193, c'est pas tout le monde. Il y en a, je crois, qui sont dedans. Il y a 7 qui sont sous la coupole de, comment on appelle, du conseil de tutelle. Puisque, véritablement, vous avez un pays comme la Palestine reconnu par l'ONU, mais qui n'est pas un État membre en part entière. Bref, il y en a d'autres. Donc, il est question d'avoir du poids. Parce que la langue qui est utilisée, rappelez-vous, c'est l'anglais. Et donc, il y a du poids. Donc, la France, ce qui se passe, c'est la question de son rang et de son prestige, qui est très important. Plus elle a un précaré, plus les voix sont. Puisqu'elle va s'arranger pour dire. Donc, voilà comment elle va faire. Mais toi, tu veux véritablement passer au Conseil de sécurité, il faut que tu me soutiennes. Oui, donc, c'est ce qui fait que c'est elle qui fait le draft. L'accès aux matières premières stratégiques, pétrole, uranium ou juteuse, le bois. Donc, ça va être aussi l'élément que la France va utiliser. Je vais par contre lire l'accord, par exemple, que la France a signé en 1958 avec un certain nombre de pays. Non, pardon, en 61, le 24 avril 1961, à Paris, par Michel Debré pour la France, qui était Premier ministre, Houphouët-Boigny pour la Côte d'Ivoire, Hubert Mangan pour le Dahomey, actuellement le Bénin, Amani Diori pour le Niger. Ce sont les accords de défense et de sécurité. Article 1er. On dit les matières premières produits classés stratégiques comprennent matières premières, donc les hydrocarbures liquides ou gazeux. Deuxième catégorie, l'uranium, le thorium, le lithium, le beryllium, leurs minéraux composés. Cette liste pourrait être modifiée d'un commun accord compte tenu des circonstances. Donc, ceux-là, évidemment, dans l'accord qui a été signé, donc il y a une coopération dans le domaine des matières premières et des produits stratégiques, afin de garantir leur intérêt mutuel en matière de défense. Bon, soyons sérieux. Tout ce que je viens de citer n'est pas dans le sol français. Donc, ça veut dire que ça est dans notre sol. Mais on dit pour garantir. Garantir quoi? Il y a garantir leurs intérêts mutuels. Mais l'intérêt mutuel de qui? Donc, ce qui veut dire que la France dit, bon, ces éléments stratégiques-là, on les mutualise, parce que ça nous permet d'avoir des armes. Mais l'arme, comme on appelle atomique, c'est la France qui la possède, et souvent même pour les Européens, pas pour nous les Africains. Mais on va s'occuper, on va prendre les matières premières pour les Africains. L'article 4, je vais lire par exemple, on dit lorsque les intérêts de la défense l'exigent, elle limite ou interdit leur exportation à destination d'autres pays. Donc tout est fait. On dit la République française, article 5, est tenue informée. Elle est tenue informée des programmes de projets concernant l'exportation hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, de la République du Bénin, du Dahomey, de la République du Niger, des matières premières et des produits stratégiques de deuxième catégorie énumérés à l'article 1er. Ça veut dire que si les Ivoiriens, les Béninois, les Nigériens disent qu'ils veulent vendre ces produits, quelques-uns que j'ai cités là, il faut qu'ils informent la France pour dire, ah, écoute, nous on veut vendre l'uranium, hein, à la Chine, on veut vendre l'uranium au Togo, on veut vendre l'uranium à Tain. Donc, voilà, il faut qu'on les prévienne. Voilà. Et on va plus loin. En ce qui concerne ces mêmes produits, ces mêmes matières et produits, la République de Côte d'Ivoire, la République de Dahomey, la République du Niger, pour les besoins de défense, réservent par priorité leur vente à la République française, après satisfaction des besoins de leur consommation intérieure et s'approvisionnent par priorité entre elles. Donc, ce qui veut dire aussi les Ivoiriens, bon, on va prendre le cas du Niger, qui est le premier producteur d'uranium dans le monde. Donc, si le Niger dit qu'il va utiliser l'uranium chez lui, je ne sais pas pour faire quoi,
puisqu'il n'y a pas l'électricité partout à Niamey. Hein. Je parle sous le couvert de mes frères nigériens qui regardent ou bien qui vont regarder. Il y a pas. Donc, il n'y a pas de centrale nucléaire. Donc, les Nigériens disent qu'ils veulent utiliser leur uranium. Ils doivent d'abord satisfaire chez eux. Une fois c'est fini, ils doivent maintenant penser à la France et puis à d'autres pays qui sont dans le même élément. Donc, vous voyez que finalement, c'est du blablabla. Donc, vous voyez la question des matières dont j'ai parlé. Premier lieu, des éléments stratégiques. Deuxième lieu, des ressources. Troisième lieu, le financement occulte de la vie politique française, qui va revenir par la suite, je reviendrai dessus. Quatrième élément, maintenir l'Afrique dans le concert de l'expression française, dans la mouvance antique. D'abord, au départ, c'était anticommuniste. Hein? Donc, parce qu'à un moment donné, on a empêché les Africains de choisir. Je vous ai dit, nous sommes en 1954, en avril 1955, la conférence de Bandung, qui parle des non-alignés. La France a peur. La France est le gendarme du bloc de l'Ouest, pour empêcher qu'il y ait des Africains ou bien des gens qui sont jurons qui partent dans le bloc communiste. Ça, ou bien même s'ils se disent non-alignés. Parce que c'est dit non-alignés, après ils vont être du côté de la Russie. Donc la France joue ce rôle-là. Donc ça c'est avant 1989. Et puis maintenant, dans la mouvance anti-chinoise et anti-anglo-saxon. Ça dit que maintenant, vous allez voir, vous écoutez bien, quand on va vous dire « Ah, maintenant c'est les Chinois, vous voulez que nous on parte ?» Les Français vont dire « Non, maintenant c'est les Chinois qui ont pris. » Ou bien même c'est les anglo-saxons, les Anglais, parce que les Anglais viennent de sortir avec le Brexit. C'est là-bas maintenant. Vous voyez? Donc voilà les différents éléments qui vont se faire. Et le cinquième élément, dont on en parle très peu, c'est que dans les années 1950, de 50 jusqu'en 1900, je vais dire jusqu'en 70, jusqu'à ce que De Gaulle ne meure, De Gaulle était convaincu. Vous pouvez lire tous ses... Enfin, je n'ai pas lu, j'ai lu tout, mais à travers les œuvres qu'il a écrites, De Gaulle était convaincu d'une troisième guerre mondiale. Il était convaincu. Il était convaincu qu'il devait y avoir une troisième guerre mondiale. Et comme la deuxième guerre, enfin, qu'on appelle mondiale, a eu lieu, et que c'est de l'Afrique, c'est pas moi qui le dis, c'est de l'Afrique qu'il est parti. Rappelez-vous que la première fois que les nazis ont été battus, c'est dans le désert de Libye. La première fois qu'on a battu l'armée allemande de Hitler, c'est en Libye. En Libye, ils ne vivent là-bas que les Africains. Et c'est pas moi, puisque De Gaulle dit l'Europe étant conquise, donc il reste l'Afrique. Donc ce sont les soldats africains, c'est-à-dire du nord de l'Afrique, les Marocains, les Algériens, etc. Et ceux qu'on appelle les Tirailleurs sénégalais, tout ce qui est de l'Afrique subsaharienne, sont ceux qui ont battu les Allemands nazis pour la première fois dans le désert de Libye. Donc De Gaulle est convaincu qu'une fois que ça va arriver, les Africains ne pourront plus... il faut encore ce différent, comment on appelle, cet espace pour pouvoir permettre de se libérer. Donc, il va avoir cela. Et comment il va s'y prendre? Il va s'y prendre simplement en prenant son homme de main, qui est M. Jacques Foccart. Jacques Foccart qui va avoir ce qu'on appelle un bureau à l'Élysée, qui téléphonait pratiquement tous les jours à De Gaulle. Et c'est lui qui va sélectionner, je dis bien sélectionner, les dirigeants africains qui allaient rester. Donc, si vous êtes d'accord pour que ce qu'on a fait, ça dit qu'en réalité, on ne vous donne pas tout, on vous donne un certain nombre de gouvernements. C'est que c'est pas juste. Parce que quand on parle, si on voit sur le plan, le plan, je vais dire, de ce qu'on appelle la formation des États occidentaux, avec les différents éléments, les gouvernements, vous avez ce qu'on appelle des ministères qui sont clés. Le ministère de la Défense. Rappelez-vous, à l'époque, on n'appelait pas ça le ministère de la Défense, c'est le ministère de la Guerre. En France, c'était le ministère de la Guerre. Ça a changé après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait le ministère de la Guerre, pour faire la guerre. Il y a le ministère de l'Économie. Ça, c'est très important. Le ministre des Affaires étrangères. Et puis, le ministère de l'Intérieur. Donc, mais si vous remarquez tout au début, les trois premiers ministères, la France va les détenir. Et aujourd'hui encore, elle en détient de manière voilée. Donc, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Économie, le ministère de, comment on appelle, de la Défense, elle va les détenir. Le reste, c'est le ministère de l'Intérieur. Même le ministère de l'Intérieur, elle va faire quoi? C'est les soldats français qui vont, les gendarmes, comme je prends le cas de la Côte, qui vont venir former les soldats qui sont là. L'entourage de nos dirigeants, ce seront des barbouzes, enfin des gens, des anciens gars de la France qui ont lutté, qui vont être là. Donc voilà comment ça se prend. Et on va sélectionner les dirigeants. Ceux qui vont résister, comme Sékou Touré, on va les rendre paranoïa. Parce que Sékou Touré, tout son temps, il y aura jusqu'à, je ne sais pas combien, plus d'une
vingtaine de coups d'État qui fait que finalement, il sera paranoïa, il va avoir peur. Hein. Il va même développer, comment on appelle ça, psychose vis-à-vis de cette situation. Quels sont les éléments dont il va y avoir des éléments de contrainte et de domination? Hein, la monnaie, hein, je vous rappelle, pour ceux qui veulent bien s'approprier mon livre, hein, qui est là, c'est pas pour faire de la publicité, donc dans son livre, je fais un grand développement sur la question du franc CFA. Hein, hein. Donc, il y a le franc CFA. Je viendrai peut-être un autre jour dessus, etc. Il y a donc les sommets de la francophonie et les sommets France-Afrique. Ça sert aussi. Il y a la caisse française de développement hein, et de coopération, où on prend de l'argent, on vous donne, puisque vous pouvez résoudre vos problèmes. Pourquoi? Parce que simplement, il y a le fait que le franc CFA tel qu'il a été fait, il empêche, comment on appelle, les États africains d'avoir une autonomie. Puisque déjà, vous prenez 50% de vos avoirs. Depuis 2005, hein, sinon avant, ils étaient bien gentils. Ils n'étaient pas... Depuis 2005, vous devenez 50% de vos avoirs. Il va rester 50%. Sur ces 50%, vous devez réserver au moins 20% pour les échanges des... Comment on appelle ce qu'on appelle des devises. Ça veut dire que, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, si vous vendez, si quelqu'un vient investir dans votre pays, supposons que c'est un Chinois, si le Chinois finit d'investir, vous devez, comment on appelle, payer une partie, puisqu'il doit partir avec du yen, vous devez payer en Côte d'Ivoire une partie du yen, et puis ce qui reste, la France doit payer le reste. Donc on doit encore donner 20% là-bas, bref. Vous voyez, donc tout ça, c'est bien fait. Et nous avons donc la question des bases militaires françaises. Donc vous avez la base de Djibouti, la base du Gabon, la base du Tchad, la base de la Côte d'Ivoire, etc. Ce sont ces différents. Et un autre élément, ce sont les médias de la France-Afrique. Hein, de quoi vous êtes là, on est là. Hein, à l'époque, vous aviez donc RFI, parce que RFI, contrairement à ce que nous, on ne sait pas, hein, ça a été créé par De Gaulle. Donc c'était un peu dans la situation de la guerre. Donc RFI est au service de la France. Vous avez donc le journal comme Le Monde, Libération, Figaro, hein, Reporters sans frontières. Rappelez-vous Robert Ménard, qui a été élu maire le 30 mars 2014 hein, avec l'aval du Front National, etc. Vous avez les différents réseaux. C'est de ça que je vais pratiquement finir avant. Il ne me reste pas assez de temps. Vous avez le réseau Foca, les réseaux Mitterrand socialistes, les réseaux Pasqua. Donc voilà en quelque sorte un différent sorte d'éléments. Mais ce qu'on oublie, pourquoi maintenant un monsieur comme, comment il s'appelle, pourquoi il y a une continuité? Il y a aussi un groupe auquel on ne fait pas attention, ce qu'on appelle le groupe de Bilderberg. Bilderberg, c'était un groupe qui est né en 1954 et dont le siège se trouve aux Pays-Bas. Et là, le groupe belge, aussi appelé la conférence de Bilderberg, ou Club Bilderberg, est un rassemblement annuel et informel d'environ 130 personnes, essentiellement des Américains et des Européens, composés en majorité des personnalités de diplomatie, des affaires, de la politique et des médias. Ce forum annuel a été inauguré en mai 1954 à Oosterbeek, aux Pays-Bas, lors d'une réunion à l'hôtel Bilderberg, d'où son nom, et possède des bureaux à Leyde, aux Pays-Bas. Hein? Donc, c'est non médiatisé. Et nous, on parle de ce truc-là, de comme on appelle le gouvernement d'union. Donc, c'est le gouvernement d'union. Dans ces rencontres, tout à l'heure, je vous ai parlé de la loi Gaston-Vert. Donc, il y a un certain nombre de personnalités françaises qui ont participé. Donc, vous avez Georges Pompidou. Vous avez Gaston Defferre, rappelez-vous la loi Defferre, en 1964. Je vais sauter comme ça. Vous avez François Fillon qui était là-bas en 2013. D'abord, avant, il y a Christian Lagarde. Ah, non, avant, je vais aller. Pourquoi je saute? En 2000, il y avait Dominique Strauss-Kahn qui était présent. Donc, vous voyez que c'était quelqu'un, on le préparait pour prendre la tête. Vous avez Emmanuel Valls qui était là-bas en 2008. Valérie Pécresse, elle était là-bas en 2013. Christine Lagarde était là-bas en 2010 et 2013. Vous avez François Fillon qui était là-bas en 2013. Vous avez Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était là-bas en 2014. François Baron était là-bas en 2014. Alain Juppé, 2015. Laurent Fabius, 2016. Édouard Philippe, l'ancien premier ministre de choses, était là-bas en 2016. 16. François Lenglet, 2017. Je vais sauter pour aller sur les personnes que vous connaissez. Bernard Cazeneuve, 2018. Bruno Le Maire, en 2019. Et donc, là-bas, c'est là-bas. Ils se réunissent chaque année. Et là-bas, on contrôle pratiquement le monde.
on contrôle pratiquement le monde. Or, rappelez-vous, si vous allez sur le net maintenant, quand vous allez voir, vous allez taper le document 104, document numéro 104 de 2012-2013, intitulé, fait par le Sénat, de 501 pages. À partir de la page 4, la France dit que l'Afrique est notre avenir. Donc, eux tous sont conscients que l'Afrique est leur avenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Afrique demeure leur avenir? Il faut éviter qu'il y ait des indépendants. Donc, voilà le schéma qui s'est élaboré et qui véritablement vous donne tout ce qui est un certain nombre d'éléments que nous devons posséder. Donc, voilà en gros, comme je dis, je vais faire court, ça fait les 30 minutes. Voilà en gros ce que nous devons savoir, sachant que, effectivement, nous avons cette nébuleuse qui, entre Européens, donc la France-Afrique aussi, à la fois, elle a des sous-traitants qui sont les Africains, mais en même temps, elle a le sommet des Européens, les Français, qui font partie du groupe de Bilderberg et qui dominent le monde. Et donc, on décide un certain nombre de choses. On pourrait aussi, bon, d'autres parlent de la théorie des complots, avec, par exemple, l'avènement du Covid-19, qui aurait été, puisque décidé dans le groupe de la conférence de Bilderberg, où était, comment on appelle, l'Américain, comment il s'appelle, celui qui, son nom m'échappe, celui qui a de Microsoft là. Son nom viendra si vous me le dites. Donc voilà en quelque sorte ce groupe-là, qui est aussi un groupe dirigeant du monde et qui, depuis la tombée du mur de Berlin, dirige le monde, dans lequel aujourd'hui un certain nombre de dirigeants européens, notamment français, sont inclus et on gère le quotidien. On ne doit pas laisser les choses s'échapper. Ce n'est pas moi qui le dis, le président Gbagbo l'a dit dans un des livres quand il était devant feu François Mattei, la France-Afrique, il faut payer ou bien vous partez. Voilà les quelques informations que je voulais vous donner pour vous dire que ne nous trompons pas de combat. Ce n'est pas une question, parce que je pense que le président Gbagbo lui-même s'était trompé une fois, quand il a dit à l'époque que depuis que Chirac est parti et que Nicolas Sarkozy est venu, voilà, merci Bill Gates, Nicolas Sarkozy est venu, je dors bien. Malheureusement, c'est Nicolas Sarkozy qui allait bombarder la Côte d'Ivoire. La même chose s'est passée avec les Africains, notamment les Ivoiriens, qui à un moment donné se disent, mais oui, Macron est venu, les jeux, il est dans un esprit. Non, c'est un système. Un système. Même moi, on me met dans le système, je vais agir comme cela. Parce que, rappelez-vous, ça c'est ce que me disait feu François Mattei, il dit quand un président français est élu, on lui montre deux chambres. La chambre où il doit appuyer pour bombarder le monde, la deuxième où se trouvent les avoirs des pays africains et qu'il ne faut pas restituer à l'Afrique. Voilà, je m'arrête là. Merci à vous et à très bientôt. Au plaisir de nous retrouver très frères pour une prochaine vidéo. Allez, à très bientôt. Vive l'Afrique. Informons-nous pour nous former afin de transformer l'Afrique. On est ensemble.